C'est le souvenir le plus, justement, le confrontant, en fait. C'est mon père qui m'avait dit, quand le bac de recyclage est arrivé à la maison, quand j'étais ado, qui m'avait dit « Si tu penses que je vais recycler mes déchets, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis déjà trop vieux. » Ce qu'on voit au théâtre arrive parfois à notre voisine, à notre père, à nous. Foule associe des pièces de théâtre présentées à la Bordée à ces personnes qu'on croise au quotidien. 20 pièces, 20 citoyennes et citoyens, 20 enjeux. De la transidentité au CHSLD, de la guerre centrafricaine à la vie de fonctionnaire, on vous montre comment notre communauté peut contenir tout un monde, aussi fictif que réel. Faites partie de la foule. Je m'appelle Éric Leblanc, je suis auteur et artiste multidisciplinaire. Dans cet épisode, on aborde Un sofa dans le jardin, un texte collectif présenté à la Bordée en 2010. On y suit la jeune Charlotte et ses deux parents alors qu'ils répondent chacun à leur manière à une constatation fatale. Comment survivre à la disparition inéluctable de toute chose? Pour Charlotte, la question l'amène à développer un regard aiguisé sur la nature et l'impact humain sur notre environnement. Présentée pour la première fois en 1988, la pièce était encore d'actualité en 2010 et toujours aujourd'hui, alors que l'urgence climatique est plus pressante que jamais. Pour en discuter, on rencontre Marie-Ève Leclerc, chargée de projet en mobilisation citoyenne pour Équiterre, et Michel Nadeau, directeur artistique de la Bordée et metteur en scène de la production de 2010. On écoute un extrait, interprété par notre équipe de comédiens maison, qui oppose Charlotte à son père qui fait fortune dans l'industrie des couches jetables. Charlotte, faut que papa téléphone. Attends un peu, papa. C'est parce que je suis occupée. Je parle avec le président du club d'ornithologie. Regarde, Charlotte, là, les couches jetables ont augmenté de 100 points. Ah ouais? C'est bon. Il faut absolument que je parle à mes associés. Tantôt. Il me reste beaucoup d'appels à faire. Ça va, là. Donne-moi ça. Donne-moi ça. Il lui prend le téléphone et raccroche. Hey! T'as rendu compte de ce que tu viens de faire? Parfaitement. Tu viens de raccrocher au nez d'un célèbre ornithologue. Ben, c'est ça. Il a coupé le sifflet. T'es même pas drôle. Allô, Tennessee? It's P.A. How are you? Good, good. How's your wife? Don't tell me. Well, you know, a man is a man, a woman is a woman, and a gorilla is a gorilla. Did you see the Dow Jones this morning? Yeah. Good, huh? I told you. Well, we should do a conference telephone. Yeah, I'll take care of it. Okay. Talk to you later. Bye-bye. Il compose un autre numéro. Papa, je trouve que tes préoccupations sont dépassées. Tu devrais plutôt mettre tes énergies à sauver les pauvres oiseaux du Groenland qui ont les ailes complètement... Allô? Lise, là, tu vas m'organiser un appel conférence, là. Faudrait m'appeler Tennessee Walcott, Mustapha Bichiba, Ortego Beluga, Ito Makata puis Didier Dacotène. Merci. Ouais, j'attends. Il raccroche. Papa, j'ai pas demandé à naître. Mais étant l'expression de ta propre libido, j'estime avoir droit à l'expression de ma propre opinion. Et en vertu du traité de... Écoute bien, ma fille. On fait blower le Dow Jones avec les couches jetables. Tu t'adresses présentement à un futur milliardaire de notre planète. Le monde entier est désemparé. Ils savent plus où jeter les couches sales. Qui tu penses va trouver la solution? Toi, j'imagine? Bingo! Laisse-moi te dire, je nous prépare de belles petites affaires. Puis laisse-moi te dire que la vie s'ouvre à nous autres. Puis laisse-moi te dire que je m'occupe de tout. Puis laisse-moi te dire... Papa, je te parle oiseau, puis tu me réponds couche. Allô, Lise? Comment peux-tu vivre et accumuler des millions tout en sachant qu'à la minute où on se parle... Lise, je t'entends mal, Lise. Où on se parle, des oiseaux aquatiques sont englués dans le pétrole qui sert à faire le plastique, qui sert à recouvrir les couches, qui servent à gagner ta vie. Voyons, qu'est-ce que t'as mangé un matin, Lise? Mais mon pauvre paternel, tu portes pas ton regard assez loin à l'horizon. Il faut que tu réalises que l'argent lui-même est en voie de disparition. Avec l'extinction des milliers d'espèces d'arbres, bientôt on pourra même plus fabriquer le papier qui sert à imprimer les billets de banque. L'avenir est au troc. Hey, Charlotte, je t'ai tout expliqué. J'ai une grosse conférence téléphonique avec mes associés, là. Fait que, laisse-moi une chance. Mais auteur de mes jours, tu m'as même pas écouté. Ce que j'ai à te dire va changer le but de ta conversation. Lise, bon, dis-leur qu'attendre, là. Quand
tu vas avoir compris l'essence de ma théorie. J'ai une adolescente ici, là. Bon, c'est quoi? Tu perds ton temps à faire des transactions. Oui. Il ne faut plus accumuler des biens, mais sauver la vie qui meurt. Chez Nadeau, la pièce a été présentée en 1988 pour la première fois, puis en 2010. Comment vois-tu le chemin qui a été fait sur les idées environnementales entre-temps? Je vais répondre à ça en me référant à un autre spectacle où là j'ai eu un choc. C'est quand on avait fait Lentement la beauté, qu'on avait créé bon, je me souviens plus l'année, là. Mais on l'a repris il y a 2 ans, donc après une quinzaine d'années. En 2003, puis on l'a repris en 2018. À la fin de la pièce, il y avait une réplique qui disait, c'était une réplique de Tchekhov, des 3 sœurs, qui disait « Regardez les oiseaux, la vie ne change pas, elle ne changera jamais. Regardez les oies, par exemple, elles volent. Et dans 1 million d'années, la vie sera toujours la même, elle ne change pas. » Puis quand on a créé ça en 2003, on disait oui, c'est correct. Puis en 2018, quand on l'a fait, la vie ne change pas dans 1 million d'années, elle sera encore pareil. On s'est dit, en 15 ans, on ne peut plus dire que la vie va être pareille, même peut-être dans 25 ans. Et donc, je reviens sur ta question, c'est effectivement, il y a quelque chose. Dans le temps, c'était une sorte de fable, un peu cartoon, un sofa dans le jardin autour de ça, la disparition, puis on rigolait avec toutes ces choses-là. Mais aujourd'hui, on rigole plus, puis même on se dit, ben nos enfants, dans 25 ans, en 2050, il y a comme une sorte de palier, 2050, il faut décarboner d'ici 2050, sinon les réfugiés climatiques, etc., ça a changé énormément, ne serait-ce que les glaces qui fondent. Il y a comme une accélération des changements qui n'existait pas même, qui était moins présente même en 2010, je te dirais. En 10 ans, ça a bougé déjà beaucoup, et c'est toute la planète qui bouge, et ça, c'est extrêmement préoccupant. Et on n'a peut-être pas besoin de confrontation pour convaincre le monde que de juste mettre une caméra et dire « Regardez les statistiques », là, c'est extrêmement préoccupant. Dans la pièce, c'est l'adolescente Charlotte qui incarne l'inquiétude envers les changements climatiques. Marie-Ève Leclerc, comment est née ton envie de porter ces combats-là? Ça a été la confrontation. OK. Ça a été une réaction où c'est mon père... Bien, c'est ce que je me souviens, là, c'est le souvenir le plus, justement, le confrontant, en fait. C'est mon père qui m'avait dit, quand le bac de recyclage est arrivé à la maison, quand j'étais ado, qui m'avait dit « Si tu penses que je vais recycler mes déchets, j'ai jamais fait ça de ma vie, je suis déjà trop vieux. » Et pour moi, ça a été tout de suite, là, non, ça sera pas... C'est pas comme ça que ça va se passer. Puis non... Il y a la planète. Dans ça, là, je parlais beaucoup de la planète, l'environnement à sauver. J'avais pas réalisé encore que c'était l'être humain qui était menacé derrière tout ça. Fait que pour moi, ça a été la confrontation. Puis oui, dans mes premières années, j'ai confronté. Puis après ça, j'en suis venue... C'est l'adolescence aussi. Fait que j'ai confronté. Puis après ça, j'ai décidé de prêcher par l'exemple. Puis là, ça fonctionnait. Puis j'ai raffiné au fur et à mesure de mon implication dans l'environnement. J'ai raffiné mes discours, mes techniques, puis mon implication qui est maintenant plus politique, puis qui est plus juste des petits gestes au quotidien, mais j'en ai fait ma carrière, en fait, là, tout ça. Fait que maintenant, c'est plus dans le dialogue. Puis quand la confrontation est nécessaire, bon, c'est toujours le fun. Un petit peu. Mais c'est sûr que c'est difficile de demander à quelqu'un de changer en disant « t'es un épais », tu sais. Parce que les gens reçoivent plutôt l'agression que le message, finalement, de ça. Mais ça peut être aussi quelque chose de séduisant. Je pense, tu sais, par exemple, Jean-Martin Fortier, là, le jardinier maraîcher. Là. Il avait fait un livre sur le jardinage, c'est un best-seller. Il y a plein de jeunes, tu sais, il y a beaucoup puis toute l'idée d'agriculture de proximité. Donc, c'est tout un nouveau système économique aussi, une façon aussi d'avoir des légumes plus proches, faire travailler notre monde. C'est un modèle qui est apparu séduisant pour plein de gens. La séduction peut être quelque chose aussi qui fonctionne bien, mais c'est sûr que donc c'est un des moyens, mais présentement, il y a des législations qui devraient être prises très, très rapidement, là, parce que la séduction, des fois, c'est long. Michel Nadeau, concrètement, qu'est-ce qu'un théâtre peut faire pour réduire son empreinte écologique? On est là-dessus. On essaie de voir dans nos actions qu'est-ce qu'on peut faire. C'est surtout pour l'utilisation des matériaux, le recyclage pour les décors aussi. Il y a un mouvement éco-scénographie pour essayer parce qu'on jette les décors quand c'est fini, on jette beaucoup. Bon, est-ce qu'un panneau un 4x8, on peut le recycler puis qu'il devienne un 3x5 pour un décor pour une petite compagnie? Il y a des 2x4 qu'on peut récupérer. Ça prend plus de temps, le démontage. Bon, mais il y a des actions comme ça qui sont entreprises dans plusieurs théâtres. Je veux dire, il y a une conscientisation de plus en plus grande qui se fait dans mesure de ce qu'on peut faire là, dans un théâtre. Marie-Ève Leclerc, est-ce que tu as l'impression que le milieu des arts fait les efforts nécessaires pour emboîter le pas?
Ben, moi, ce que j'ai entendu parler, là, c'est par exemple même l'industrie cinématographique. Là, il y a quelques productions, tu sais, que je connais ici au Québec, là, qui ont commencé à avoir cette réflexion-là, en fait, là, parce que c'est tout de réfléchir en amont. Tu sais, le déchet, le mot le plus facile à gérer, c'est celui qui n'existe pas. Fait que une fois que tu en as créé un, ou, tu sais, ben, est-ce que tu es capable de le relouer? Est-ce que tu es capable de l'emprunter